Il était 9h47 précise, quand Antoine Dubois pénétra dans le hall de marbre immaculé de la Banque Centrale Métropolitaine, un grand sac de toile de jute jeté sur l'épaule. Sa chemise de flanelle délavée flottait sur sa frêle silhouette, et ses bottes usées résonnaient maladroitement sur le sol poli. Les conversations s'interrompirent. Les regards se firent perçants. Un agent de sécurité posa instinctivement la main sur son étui. Antoine ne scia pas. Il s'avança vers le comptoir d'accueil, le sac oscillant à chacun de ses pas, et demanda calmement à voir le directeur de l'agence. La réceptionniste hésita, dissimulant à grand-peine un sourire narquois. « Monsieur, avez-vous un rendez-vous » Antoine acquiesça. « Non, mais ils voudront entendre ce que j'ai à dire. Cette banque m'appartient. » Un éclat de rire fusa. Un jeune homme en costume sur mesure renifla si fort qu'il faillit s'étouffer avec son café au lait. « Cette banque vous appartient » ricana-t-il. « Bien sûr, et moi je suis le président de la République. » Antoine resta là, silencieux, le regard fixe. Calme comme un homme qui savait quelque chose qu'ils ignoraient. En moins d'une heure, chaque personne qui avait ri serait réduite au silence, non par la force mais par la vérité et le regret. Car Antoine n'était pas fou. Il avait raison. Et le sac qu'il portait, il contenait une histoire qui réécrirait toutes les suppositions qu'ils avaient jamais faites. Avant de révéler la vérité qui laissa une banque entière sous le silence, assurez-vous de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Ce sont de vraies histoires qu'ils ne veulent pas que vous entendiez, brutes, puissantes, inoubliable. Rejoignez une communauté qui voit ce que les autres ignorent. Ne manquez pas ce qui arrive. C'est plus proche que vous ne le pensez. Antoine Dubois naquit en 1953 dans un hameau oublié du Massif central, le genre d'endroit où les rêves étaient modestes, parce que la survie primait. Sa mère, Marthe, travaillait comme femme de ménage pour des familles aisées, et l'éleva seul après la disparition de son père, avant même qu'Antoine ne sache marcher. Il vivait dans une masure d'une seule pièce au toit de tôle qui claquait comme une fusillade à chaque averse. Il ne dépassa jamais la classe de 5e, non par manque de capacité, mais parce qu'il devait travailler. À 10 ans, il ramassait des bouteilles en verre et de la ferraille avant l'aube. À 15 ans, il tirait une charrette chargée de cartons dans les rues poussiéreuses de Lyon. La vie lui avait durci les mains, mais pas le cœur. Antoine adorait lire. Il trouvait des journaux et des magazines abandonnés dans les poubelles et les lisait de la première à la dernière page. Les pages économiques, les éditoriaux, les actualités financières. Il ne comprenait pas toujours tout, mais il continuait à lire. Il s'asseyait sur les trottoirs et se répétait les gros titres comme des prières. Il croyait en quelque chose que la plupart des gens avaient perdu, que le savoir, la dignité et la persévérance silencieuse pouvaient encore avoir un sens dans un monde qui refusait souvent de le voir. Il ne mendia jamais, ne vola jamais. Chaque sou gagné était économisé, parfois caché sous le plancher, parfois enveloppé dans des boîtes de café. Des décennies passèrent, et le monde changea. Mais Antoine resta, ignoré, sous-estimé, invisible. Il ne possédait pas de costume, pas de voiture, mais il possédait quelque chose de plus puissant, un but qui avait pris racine en lui le jour où il avait vu sa mère humiliée alors qu'elle tentait d'encaisser son propre chèque de paie. Cette nuit-là, elle avait murmuré « Ils peuvent tout te prendre, mon enfant, mais ne les laisse jamais te prendre ta dignité. » Antoine ne l'oublia jamais, il ne se maria jamais, n'eut jamais d'enfant. Mais il rêvait de construire quelque chose que personne ne pourrait lui enlever. Un lieu d'où des gens comme sa mère ne seraient pas chassés par des moqueries. Un lieu où le respect ne serait pas un luxe. Et ainsi, pendant 50 ans, en silence et dans l'ombre, il bâtit ce rêve. Jusqu'au jour où, un sac sur l'épaule, il entra dans l'institution même qui l'avait autrefois repoussé et prononça les mots que personne n'attendait. Cette banque m'appartient. Le rêve d'Antoine ne commença pas dans une banque ou un tribunal. Il commença dans une cuisine, avec sa mère penchée sur une marmite de haricots bouillants, lui racontant des histoires d'hommes dont elle lisait les exploits dans les magazines qu'elle nettoyait. « Les messieurs, disait-elle, possèdent des choses, Antoine. Des terres, des immeubles, des banques.
Ils ne demandent pas d'aide, ils en donnent. Tu m'entends, mon enfant? C'est ça, la différence. Cette idée germa. Il ne s'agissait pas d'être riche. Il s'agissait de ne pas avoir à supplier, de créer quelque chose qui ne puisse être emporté par un rire ou une porte fermée. Au fil des ans, Antoine continua d'épargner. Il encaissait les chèques des centres de recyclage et ne gardait que le strict nécessaire. Le reste allait dans de vieux bocaux en verre cachés sous des lattes de plancher descellées ou à l'intérieur d'encyclopédies évidées. Lorsque la bibliothèque locale ferma, il demanda à récupérer les livres de finances obsolètes dont personne ne voulait. Il les lisait chaque soir à la lueur d'une ampoule vacillante. Il apprit les intérêts composés, les coopératives de crédit, le réinvestissement communautaire. Il apprit par lui-même ce que signifiait le TAEG, comment les banques prêtaient de l'argent, comment elles réalisaient des bénéfices. Plus il lisait, plus il voyait une douloureuse vérité. Le système n'était pas fait pour des gens comme lui. Il les excluait avec des règles tacites et des visages souriants. Alors, il jura de construire quelque chose de différent. Sexagénaire, il trouva un bâtiment délabré dans un quartier en difficulté de Lyon, une ancienne banque fermée lors de la crise de 2008. Vitres brisées, peinture écaillée, mais pour Antoine, c'était de l'or. Il rassembla ses économies, acheta la propriété comptant lors d'une vente privée et commença le lent et éreintant travail de restauration. Il n'avait pas d'entrepreneur. Il avait un marteau, une échelle et la foi. Il imaginait une petite banque de crédit communautaire qui offrirait des prêts à faible taux d'intérêt aux personnes refusées par les banques traditionnelles. Pas de crédit, aucun problème. Des garanties. Il ferait confiance au caractère. Les gens le prenaient pour un fou. Ses amis lui conseillaient de profiter de sa vieillesse, peut-être d'emménager dans une maison de retraite. Mais Antoine n'avait pas fini. Il enregistra l'entreprise sous le nom de Crédit Solidaire Nouvel Avenir, payant chaque frais en espèces. Il imprima des prospectus, en parla à ses voisins, obtint même un petit article dans un journal local. Mais personne n'y prêta vraiment attention, jusqu'à ce qu'il aille enregistrer son titre de propriété et que la résistance commence. Car quelqu'un d'autre avait aussi remarqué le vieux bâtiment, une société puissante, et l'idée qu'un vieil homme dépenaillé possède ce qu'ils estimaient leur revenir de droit ne leur plaisait guère. Antoine arriva tôt au bureau du cadastre, vêtu de ses habits les plus propres, tenant un dossier usé contenant tous les documents qu'il possédait, titres de propriété, preuves d'achat, quittances d'impôts, enregistrement de l'entreprise. Il attendit patiemment son tour, le cœur serein. C'était le moment. La reconnaissance officielle que le Crédit Solidaire Nouvel Avenir était réelle. Mais lorsqu'il tendit ses documents, l'employé plissa les yeux en regardant les papiers, puis Antoine. « Monsieur, cette propriété est en cours d'examen. Un intérêt commercial a déposé une réclamation de titularité antérieure. » Antoine fronça les sourcils. « Madame, je l'ai acheté légalement, comptant. Juste ici. » Il tapota doucement l'acte d'un doigt calleux. « Je comprends, mais vous devrez parler au service juridique. » Le service juridique se révéla être un homme à la mine sévère en costume, Monsieur Lefebvre, qui représentait une chaîne bancaire nationale, la Société financière du Sud. Il tentait depuis des mois de racheter l'ancien bâtiment, y voyant un potentiel dans la gentrification du quartier. Mais Antoine les avait devancés lors de la vente. Cela aurait dû être la fin de l'histoire, mais ce ne fut pas le cas. Du jour au lendemain, Antoine commença à recevoir des lettres, des assignations à comparaître, des allégations selon lesquelles la vente initiale était invalide, qu'il ne respectait pas les règles d'urbanisme, que son titre de propriété pourrait être frauduleux. Des inspecteurs locaux se présentèrent à l'improviste, trouvant des dangers dans le bâtiment. Chaque pas en avant était suivi de 2 pas en arrière. Puis vinrent les rumeurs. « Ce vieil homme, il est fou. Tu as entendu dire qu'il essaie d'ouvrir une banque? Avec quel argent? On dit qu'il dort là-dedans. » Même les gens qu'il pensait connaître commencèrent à l'éviter. Lorsqu'il entrait dans les magasins, les employés le surveillaient. Il entendait des ricanements lorsqu'il croisait des adolescents. Un jour, il trouva les mots «
roi de l'arnaque, peint à la bombe sur les fenêtres barricadées de son bâtiment. Pourtant, il continua. Un matin, un homme bien habillé se présenta. Richard Morel, un cadre régional de la Société financière du Sud. Il était poli, trop poli. Il offrit à Antoine 200 000 € en espèces pour qu'il abandonne. « Laissez-nous nettoyer cet endroit, monsieur Dubois, » dit-il d'une voix mielleuse. « Vous prendrez une retraite confortable. Ne gaspillez pas vos vieux jours à poursuivre des chimères. » Antoine le regarda, puis regarda le bâtiment derrière eux. « Ceci n'est pas une chimère. C'est mon héritage. » Le sourire de Richard s'effaça. « Alors, je suppose que nous nous verrons au tribunal. » Et ce fut le cas. Pendant des mois, Antoine fut noyé sous la paperasse, les audiences, les reports. Le système qu'il avait étudié pendant des décennies se retournait maintenant contre lui de tout son poids. Il se présenta seul à chaque réunion. Pas d'avocat, juste ses documents et sa détermination. Et tandis que la ville levait les yeux au ciel et que les sociétés affûtaient de leurs couteaux, Antoine, vieux, silencieux, oublié, se préparait pour le combat de sa vie. L'hiver à Lyon fut plus rude que d'habitude cette année-là, et le froid s'infiltrait par les fissures du vieil immeuble de la banque comme s'il essayait de chasser Antoine. Il avait emménagé dans le bâtiment après que son modeste appartement eut augmenté le loyer au-delà de ses moyens, à cause de cette même gentrification qui tentait de l'effacer. Maintenant, il dormait sur un lit de camp derrière les guichets, enveloppé dans des couvertures données, son souffle visible dans l'obscurité. Sa nourriture provenait des soupes populaires et les douches étaient un luxe. Pourtant, chaque matin, il se rasait avec un rasoir émoussé et se rendait au palais de justice, ses documents à la main. Chaque audience était la même. Report, objection, nouvelle convocation. Les avocats de la Société financière du Sud arrivaient en nombre, mallettes astiquées, costumes plus tranchants que des couteaux. Antoine venait seul, en silence, portant la vérité sur du papier froissé. Personne ne semblait l'entendre. Un jour, une juge jeta un coup d'œil à son dossier et gloussa doucement. « Monsieur Dubois, comprenez-vous seulement ces réclamations légales ?» Antoine se leva, le dos droit. « Je comprends que j'ai acheté ce bâtiment en bonne et due forme. Je comprends que lorsque je donne ma parole, elle a un sens. » Un rire étouffé résonna du fond de la salle. Pas fort, juste assez pour lui faire savoir ce qu'il pensait de lui. Après le tribunal, il rentra sous un ciel gris. Un garçon à vélo passa et cria « Hé, le vieux, ta banque, c'est une blague !» Cette nuit-là, Antoine s'assit dans le froid, serrant la vieille Bible de sa mère. Il la feuilleta, ne cherchant pas des versets, mais sa note, pliée entre les psaumes et les proverbes. Elle l'avait écrite avant de mourir. « S'il ferme la porte, passe par la fenêtre. Et s'il ferme la fenêtre, creuse un nouveau chemin. » N'arrête jamais, Antoine. Il pleura. Mais même ses larmes s'étaient taries avec le temps. Il n'était pas seulement fatigué, il était épuisé jusqu'à la moelle. Il n'avait pas parlé à un ami depuis des semaines. Il était devenu un fantôme. On parlait de lui, on se moquait, mais on ne le voyait jamais vraiment. Puis vint la nuit, où son espoir faillit se briser. C'était après une journée particulièrement éprouvante au tribunal. La juge avait statué en faveur d'une injonction temporaire, ce qui signifiait qu'Antoine ne pouvait plus légalement travailler sur ou à l'intérieur du bâtiment jusqu'à nouvel ordre. Il resta sur les marches du palais de justice, regardant le ciel viré à la cendre. Ses genoux fléchirent. Il resta assis là pendant des heures, ignoré par chaque passant. Il pensa à partir, à vendre, à simplement disparaître. Mais avant qu'il ne le fasse, quelque chose se produisit. Une voiture s'arrêta près du bâtiment cette nuit-là. Une femme en sortit, jeune, brune, vêtue d'un jean et d'un manteau de cuir. Elle frappa à la porte d'entrée barricadée. Antoine ouvrit lentement, préparé à la confrontation. Mais la femme se contenta de sourire. « Monsieur Dubois, je m'appelle Camille Charpentier. Je suis avocate, et j'ai tout lu sur votre affaire. » Il cligna des yeux. « Je vous crois, » dit-elle. Ces trois mots frappèrent plus fort que les procès, les graffitis, les ricanements. Ils fendirent quelque chose en lui, pas de la douleur cette fois, mais une lueur d'espoir. Camille continua. « Mon grand-père a eu 3 emplois et n'a jamais pu ouvrir de compte en banque. Il est mort en croyant que des gens comme nous seraient toujours des étrangers.
Mais je pense qu'il avait tort. Je pense que vous êtes la preuve qu'il avait tort. » Antoine la dévisagea stupéfait, comme si elle était tombée du ciel. « Je veux aider, » ajouta-t-elle, « gratuitement, si vous me le permettez. » Et c'est ainsi que dans la partie la plus froide de son voyage, alors que même l'espoir semblait avoir fait ses valises et être parti, Antoine trouva une raison de rester debout, non pas parce qu'il n'était pas fatigué, mais parce qu'il n'était plus seul. Si cette histoire éveille déjà quelque chose en vous, des souvenirs, des questions, peut-être même de la colère, faites une pause un instant. Aimez la vidéo, laissez un commentaire ci-dessous. Votre voix compte ici. Chaque partage, chaque mot aide des histoires, comme celle d'Antoine, à sortir du silence. Car parfois, il suffit d'une seule voix pour tout changer. Le lendemain matin sembla différent. Pour la première fois depuis des mois, Antoine ne se rendit pas seul au palais de justice. Camille Charpentier marchait à ses côtés, sa mallette serrée contre elle, sa démarche pleine de détermination. Elle avait passé la nuit entière à éplucher ses documents, vérifiant chaque date, chaque tampon, chaque signature. Et ce qu'elle découvrit la stupéfia. « Antoine, » dit-elle en l'arrêtant sur les marches du palais, « ils ont fait une erreur. Il y a une clause dans les documents de saisie de propriété de 2009 qu'ils n'ont jamais clarifiée avec la mairie. Votre achat n'est pas seulement légal, il est blindé. » Antoine ne dit pas un mot, mais ses lèvres tremblèrent légèrement, comme s'il luttait pour contenir ses émotions. Ce jour-là, au tribunal, Camille parla pour lui. Claire, confiante, chirurgicale, elle cita les lois d'urbanisme, les précédents, démantela l'argumentation de la société financière du Sud ligne par ligne. La salle d'audience, habituée à ignorer Antoine, se pencha maintenant en avant sur leur siège. Après l'audience, Antoine et Camille s'assirent sur le trottoir à l'extérieur. « Vous vous battez comme si vous aviez fait ça toute votre vie, » dit Antoine. « C'est le cas, » répondit-elle. « Je ne savais juste pas que ça compterait autant. » Antoine la regarda vraiment. Dans ses yeux, il vit sa mère. Dans son feu, il vit une version de lui-même, plus jeune, intacte. Cette nuit-là, quelque chose changea en lui. Pendant des mois, il s'était battu par obligation, par fierté, par colère. Mais maintenant, il se battait avec espoir. Il nettoya le vieil immeuble, même s'il n'était légalement pas autorisé à y travailler. Il balaya les marches. Il repeignit le panneau en bois, Crédit solidaire, nouvel avenir. Il le plaça fièrement à la fenêtre. Les gens recommencèrent à s'arrêter, non pas pour se moquer, mais pour poser des questions, pour offrir de l'aide. Un jeune artiste peignit une fresque d'Antoine et de sa mère sur le côté du bâtiment. Un charpentier à la retraite déposa des outils. Une adolescente laissa des fleurs sur le pas de la porte avec un mot « Ma maman dit merci ». Antoine lut ce mot 10 fois avant de le plier et de le placer dans la Bible à côté de celui de sa mère. Il était toujours pauvre, toujours seul la plupart des nuits, mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Il ne se sentait plus invisible, car maintenant son combat ne concernait plus seulement un bâtiment, il concernait la dignité, il concernait les générations. Il s'agissait de prouver que même un homme avec rien d'autre qu'un sac sur le dos pouvait être la pierre angulaire de quelque chose de plus grand. Et pour la première fois depuis très très longtemps, Antoine crut à nouveau. L'injonction fut levée 1 mois plus tard. Une juge reconnut enfin les erreurs dans la réclamation de la Société financière du Sud et permit à Antoine de reprendre ses travaux sur le bâtiment. Ce n'était pas une victoire complète, pas encore, mais c'était un mouvement. Et pour Antoine, le mouvement suffisait. Lui et Camille se tenaient sur les marches de devant ce matin-là, contemplant la façade de briques abîmée. « Prêt ?» demanda-t-elle. Antoine acquiesça. « Je suis prêt depuis 50 ans. » L'intérieur du bâtiment était en désordre, taches d'eau au plafond, câblage apparent, plancher pourri. Mais Antoine ne voyait pas les dégâts, il voyait des opportunités. Chaque clou qu'il enfonçait, chaque mur qu'il réparait, lui donnait l'impression de récupérer une partie de lui-même. La nouvelle se répandit dans le quartier. Les gens commencèrent à s'arrêter, non par curiosité, mais avec un but. Un groupe d'anciens combattants à la retraite proposa son aide pour la reconstruction. Une femme du quartier apportait le déjeuner 1 jour sur 2. Des enfants demandèrent s'ils pouvaient peindre.
Antoine, l'homme invisible, était devenu un symbole, non pas de charité, mais de fierté. Pendant que Camille s'occupait des aspects juridiques, Antoine se concentrait sur le cœur du projet. Il ne voulait pas d'une institution financière froide, il voulait un espace chaleureux, une salle communautaire pour des cours d'éducation financière, des murs tapissés de livres au lieu de publicité, un endroit où personne ne serait refoulé à cause de son apparence ou du solde de sa poche. Il conçut chaque recoin lui-même. Ceci, disait-il à quiconque le demandait, n'est pas seulement une banque, c'est une seconde chance. Un après-midi, alors qu'il frottait des années de crasse sur la porte d'entrée, un homme en costume s'approcha, propre sur lui, poli. « Monsieur Dubois, je suis du service des acquisitions de la Société financière du Sud. On m'a envoyé pour vous faire une dernière offre. » Antoine ne leva même pas les yeux. « Vous perdez votre temps. » L'homme sortit une lettre de sa veste. 750 000, c'est notre offre. Partez, plus de procès, plus de stress. Antoine s'essuya les mains, prit l'enveloppe et la tint à la lumière. Puis, lentement, il la déchira en deux. « On ne peut pas acheter ce qu'on n'a jamais aidé à construire, » dit-il. L'homme partit. Antoine se retourna vers la porte et continua de frotter. Ce n'était pas de l'entêtement. C'était une question de principe. Ce bâtiment, ce rêve, avait été payé par des décennies de sueur, de silence et de résilience. Aucune somme d'argent ne pouvait égaler cela. Le progrès était lent, douloureux, mais réel. Et pour la première fois, Antoine ne construisait pas seul. Il construisait avec une communauté qui le voyait enfin. La reconstruction ne fut jamais un chemin rectiligne. Juste au moment où Antoine pensait qu'il prenait de l'élan, quelque chose tournait mal. Des tuyaux éclatèrent dans l'arrière-boutique. La moisissure s'infiltra derrière les cloisons sèches. Puis l'inspecteur municipal revint avec une nouvelle liste de problèmes de sécurité. Une page entière de tracasseries administratives conçues pour les retarder à nouveau. Antoine s'assit sur les marches de devant ce jour-là, la liste froissée à la main. On dirait qu'il déplace les buts à chaque fois qu'on s'approche, marmonna-t-il. Camille s'assit à côté de lui. C'est vrai, mais ça veut juste dire qu'on leur fait peur. Pourtant, le poids de tout cela commençait à l'user. Son corps lui faisait plus mal. Ses mains, autrefois fortes et précises, tremblaient maintenant en saisissant les outils. Un matin, il s'effondra dans le couloir, pris de vertige et déshydraté. Camille le transporta d'urgence à la clinique. Le médecin l'avertit sans détour. « Vous devez ralentir. Votre corps n'a plus 20 ans. » Antoine acquiesça. Mais au fond de lui, il le savait, il ne pouvait pas se permettre de ralentir. Pas maintenant. Ils réduisirent les heures de travail. Des bénévoles prirent en charge une grande partie du travail manuel. Camille gérait les permis, les subventions et les licences, avec une concentration implacable. Mais Antoine ne pouvait pas rester en place. Il parcourait le bâtiment chaque nuit, vérifiant les progrès, touchant les murs comme s'ils contenaient ses souvenirs. C'est alors que les doutes commencèrent à s'insinuer. Est-ce que ça valait vraiment le coup? Le système trouverait-il toujours un nouveau moyen de l'exclure? Tard un soir, alors qu'il fermait, il vit à nouveau des graffitis, de la peinture fraîche sur la fresque du mur latéral. « Reste à ta place ». Il les fixa longuement, mais cette fois, il ne pleura pas, ne s'effondra pas. Au lieu de cela, il attrapa un pinceau et peignit par-dessus lui-même. Au lever du soleil, le mur portait de nouveaux mots, en peinture bleue audacieuse. « Notre place est ici ». Ce message alluma quelque chose dans la communauté. Les gens commencèrent à laisser des messages sur les fenêtres, des post-it, des lettres, des panneaux dessinés à la main. Des enfants écrivirent « Merci, Monsieur Antoine » au crayon de cire. Un groupe paroissial proposa de parrainer la salle communautaire. Une entreprise de construction appartenant à des personnes de couleur se porta volontaire pour terminer les travaux du plafond. Contretemps après contretemps, ils persévérèrent. Antoine n'était plus le même homme qui était entré autrefois avec un sac sur l'épaule. Il était maintenant le cœur battant d'un mouvement grandissant, une ancre dans une tempête qui avait tenté de le noyer. Le rêve n'était plus seulement le sien. Il appartenait à tous ceux qui croyaient aux secondes chances. Et cela le rendait digne de chaque cicatrice. C'était le jour de l'audience finale au tribunal, celle qui déciderait de tout.
la propriété, la légalité, le droit d'exister. Antoine se tenait devant le palais de justice, un simple manteau noir drapé sur ses épaules, une casquette enfoncée sur ses yeux. Camille se tenait à ses côtés, des papiers à la main, le regard féroce. À l'intérieur, la salle d'audience était pleine. Des journalistes bordaient le mur du fond. Des membres de la communauté remplissaient les bancs, des maires, des étudiants, des travailleurs à la retraite, même des fonctionnaires municipaux. Certains tenaient des pancartes « Que la liberté demeure » et « Justice pour Antoine Dubois ». De l'autre côté de l'allée, Richard Morel ajustait sa cravate, confiant. Ses avocats chuchotaient et ricanaient, comme toujours. Pour eux, c'était la routine. Un autre litige foncier, un autre obstacle à éliminer. Mais cette fois, Antoine avait une armée. La juge Hélène Marchal entra, la salle se leva, le silence s'installa. Camille commença sa plaidoirie. Elle parla de droits légaux, de préjugés historiques, du déni systémique de l'accès à la propriété et au capital. Mais plus que cela, elle raconta l'histoire d'Antoine. Elle brossa le portrait d'un homme qui avait respecté toutes les lois, payé toutes les taxes, et à qui l'on avait pourtant dit non à chaque tournant, à cause de ce qu'il était et de son apparence. Elle termina par une seule phrase. « La dignité, dit-elle, ne devrait pas nécessiter un costume ou un titre. Parfois, elle entre en bottes et en portant un sac. » Un silence profond tomba sur la salle. Puis les avocats de la Société financière du Sud présentèrent leur cas procédural. Froid, irrégularité d'urbanisme, intention contradictoire, intérêt public. Tout était conforme aux règles. La juge Marchal se pencha en avant. « J'ai examiné tous les documents, dit-elle, et je ne vois aucun motif légal pour annuler la propriété de M. Dubois. La vente était légitime, les permis étaient valides. Ce tribunal statue en faveur du défendeur, Antoine Dubois. » Des exclamations, des applaudissements. Le visage de Morel pâlit. Antoine se leva lentement, les yeux humides, la poitrine se soulevant à chaque respiration. Il se tourna vers Camille, qui sourit et murmura « Tu l'as fait ?» « Non, » dit Antoine, la voix tremblante. « Nous l'avons fait. » À l'extérieur du palais de justice, les appareils photos crépitaient, les journalistes criaient des questions, mais Antoine les ignora. Il marcha droit au milieu de la foule, son peuple, et leva le poing. Le même poing qui avait autrefois fouillé les poubelles se dressait maintenant comme un symbole de victoire. Une semaine plus tard, le Crédit solidaire Nouvel Avenir ouvrit ses portes. Antoine portait un costume d'occasion offert par un tailleur local qui s'était autrefois moqué de lui. Maintenant, il se tenait à côté du même homme, tous deux souriants. Richard Morel se présenta ce jour-là sans y être invité, raide, mal à l'aise. Il prit Antoine à part. « Je voulais dire, » commença-t-il. Antoine leva la main. « Ce n'est pas la peine. » Morel acquiesça, puis étonnamment, il fouilla dans sa poche et en sortit un chèque, un don au fonds communautaire. Antoine le prit, le regarda dans les yeux et dit « Cette fois, il ira aux bonnes personnes. » La banque n'était pas grandiose, pas de sols en marbre, pas d'écran numérique, mais elle était vivante. Des enfants couraient dans le hall, des personnes âgées venaient ouvrir des comptes, de jeunes entrepreneurs venaient apprendre, rêver. Et au centre de tout, derrière un bureau en bois, était assis Antoine. Pas un PDG, pas un banquier, mais un homme qui avait transformé le silence en voix, l'humiliation en honneur. Un homme dont on s'était moqué, jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'autre choix que d'écouter. Antoine Dubois n'a jamais eu l'intention d'être un héros. Il n'a pas marché dans des manifestations, ni dirigé des mouvements. Il a simplement refusé de disparaître. Et dans cette défiance silencieuse, il a enseigné quelque chose de puissant, que la dignité ne se donne pas, elle se revendique. Le parcours d'Antoine a révélé comment la société mesure encore la valeur à l'apparence, comment les gens sont souvent rejetés, non pas pour ce qui leur manque, mais pour ce que les autres refusent de voir en eux. Un homme en vieux vêtements, portant un sac de toile, ne pouvait pas être propriétaire, n'est-ce pas? Encore moins le fondateur d'une banque. Mais Antoine n'a pas crié pour être reconnu. Il n'a pas exigé d'être vu. Il a juste continué à se présenter.
Chaque porte fermée, chaque insulte, chaque revers, il a répondu par la présence, par la vérité, par la résilience. Et ce faisant, il est devenu un miroir pour tous ceux qui avaient déjà été ignorés, moqués, ou à qui l'on avait dit qu'ils n'avaient pas leur place. Son histoire nous rappelle que la justice ne se gagne pas seulement dans les tribunaux. Elle se gagne dans les actes de courage quotidiens, dans le refus de se rendre. Il a appris à une ville que la grandeur ne vient pas toujours en costume ou ne siège pas dans les bureaux de direction. Parfois, elle vient de l'homme qui entre discrètement et dit quelque chose qui secoue la pièce. « Cette banque m'appartient ». Et il pensait chaque mot. Des mois après l'inauguration du Crédit solidaire Nouvel Avenir, Antoine Dubois devint une légende discrète dans sa communauté. Son nom fut imprimé dans les journaux de tout le pays. Les informations locales l'appelaient « l'homme qui a changé les règles ». Mais Antoine ne se souciait pas de la célébrité. Il se rendait toujours au travail à pied chaque matin, s'arrêtant pour discuter avec les voisins, prenant des nouvelles des enfants devant le magasin du coin. Il s'asseyait dans la salle communautaire de sa banque, sirotant du thé sucré, pendant que des jeunes se rassemblaient pour des ateliers sur le crédit, l'épargne et l'entrepreneuriat. La banque grandit, lentement, mais sûrement. Et plus important encore, elle fonctionnait. Des familles qui n'avaient jamais eu accès à des prêts équitables possédaient maintenant des maisons. De petites entreprises ouvrirent. Une mère célibataire lança un food truck. Un lycéen en terminale utilisa un microcrédit pour lancer une application de tutorat. Tout cela parce qu'un homme croyait qu'il valait la peine d'investir en eux. Antoine ne toucha jamais de salaire. Il insista pour que l'argent soit réinvesti. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit « J'ai déjà été payé, en respect ». Camille Charpentier, désormais responsable du service juridique et de la sensibilisation de la banque, continua d'étendre leur mission. Elle créa une clinique d'aide juridique au sein de la banque pour aider d'autres personnes confrontées à la même résistance institutionnelle qu'Antoine avait surmontée. Finalement, Antoine fut honoré par la ville. Ils baptisèrent un jour en son honneur, la journée Antoine Dubois. Mais il se contenta de rire et de dire « La seule chose que j'ai jamais voulu voir porter mon nom, c'est cette porte d'entrée. » Des années plus tard, lorsqu'il s'éteignit paisiblement dans son sommeil, des milliers de personnes assistèrent à ses funérailles. Non pas parce qu'il était riche, non pas parce qu'il était célèbre, mais parce qu'il leur avait donné quelque chose que la plupart des institutions ne pourraient jamais leur offrir. Une raison de croire. Son héritage ne vivait pas dans des coffres forts ou des cours boursiers. Il vivait en chaque personne qui entrait dans ce bâtiment et voyait la photo d'un homme avec un sac sur l'épaule, souriant, comme s'il savait quelque chose que le monde avait enfin compris. On ne peut pas sous-estimer un homme qui sait qui il est. Combien de fois avez-vous jugé quelqu'un à ce qu'il portait ou ne portait pas ? Combien de fois avez-vous été jugé, négligé, rejeté, moqué à cause de votre apparence, de votre origine ou de ce que vous portiez sur vos épaules? Antoine Dubois n'a pas seulement prouvé qu'ils avaient tort. Il a prouvé ce qui est possible lorsque quelqu'un refuse de laisser le monde décider de sa valeur. Il est entré dans cette banque invisible et en est sorti inoubliable. Maintenant, nous voulons vous entendre. Avez-vous déjà été sous-estimé? Avez-vous déjà vu quelqu'un partir de rien et devenir quelque chose que personne n'attendait? Partagez votre histoire dans les commentaires. Faisons de cet espace une communauté où personne n'est invisible. Et si le parcours d'Antoine vous a touché, ne serait-ce qu'un peu, ne le laissez pas s'arrêter là. Aimez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres histoires puissantes comme celle-ci. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que le respect se gagne, non pas avec le bruit, mais avec une force tranquille. Car quelque part, un autre Antoine porte un sac, et le monde n'attend que de rire, jusqu'à ce qu'il ne le puisse plus.